c'est arrivé. Et à Pékin, la colère éclate comme un orage. L'Union européenne vient de franchir un seuil que la Chine considérait intouchable, déclenchant une tempête diplomatique d'une intensité. C'est arrivé. Et à Pékin, la colère éclate comme un orage. L'Union européenne vient de franchir un seuil que la Chine considérait intouchable, déclenchant une tempête diplomatique d'une intensité rare. Depuis la dernière décision venue de Bruxelles, l'irritation chinoise n'est plus seulement politique. Elle semble presque palpable. Dans les couloirs feutrés de la diplomatie internationale, la tension est montée d'un cran. À Bruxelles, le silence est devenu glacial, tandis qu'à Pékin, on prépare méthodiquement la riposte. Ce qui n'était hier qu'un simple avertissement ressemble désormais à une réalité brutale. Et cette fois, la réponse chinoise ne se limite ni à des déclarations solennelles, ni à des menaces symboliques. Non, il s'agit d'une réplique économique soigneusement calculée. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui se prépare pourrait bien faire l'effet d'une déflagration. Le moment est venu. La limite a été franchie, et Pékin a réagi avec un sang-froid presque glacial. Dans les relations internationales, chaque défi finit toujours par se payer. Tout a commencé par une scène qui a résonné bien au-delà des murs de la diplomatie. Lorsque Ursula von der Leyen a posé le pied à Pékin, elle ne fut pas accueillie par le cérémonial habituel ni par un tapis rouge éclatant. À la place, un simple minibus presque ironique dans sa banalité. Aucun hymne, aucune mise en scène officielle, aucun signe d'honneur. Pendant ce temps, les grands patrons et responsables économiques américains étaient escortés avec élégance, transportés en limousine et traités comme des invités de marque. Ursula, elle, semblait reléguée dans un coin de la scène, tolérée sans véritable considération. Xi Jinping réserve son estime à ceux qu'il perçoit comme de véritables chefs d'État. Des figures comme Trump, capables, selon lui, de parler le langage du pouvoir plutôt que celui de l'idéologie. Dans le code subtil de la diplomatie mondiale, ce geste a résonné comme un coup de tonnerre. Et pourtant, cette humiliation publique n'était que le début de l'histoire. Puis, la réponse est tombée. Silencieuse, méthodique et redoutablement ciblée. Pékin a frappé là où cela fait le plus mal, au cœur même de la machine industrielle européenne. Presque du jour au lendemain, le flux s'est interrompu. Gallium, germanium, terres rares, ces matériaux indispensables sans lesquels les industries modernes tournent au ralenti. Batteries, aimants industriels, semi-conducteurs, technologies avancées. Toute cette chaîne dépend de ces ressources. Et soudain, plus rien. Le robinet s'est fermé. De la côte bretonne jusqu'aux usines bavaroises, la même réaction. Stupeur et inquiétude. Les chaînes de production commencent à signaler des ruptures critiques. Les exportateurs tremblent, les fournisseurs cherchent des solutions désespérées. Face à cette tempête, Ursula von der Leyen évoque désormais recyclage, économie circulaire et nouveaux partenariats miniers avec des pays comme le Kazakhstan ou le Canada. Mais dans les coulisses, beaucoup savent que ces annonces relèvent davantage du vœu pieux que d'une solution immédiate. La réalité est brutale. La Chine domine plus de 70% de l'extraction mondiale de ces matériaux stratégiques et contrôle presque entièrement leur transformation industrielle. Imaginer remplacer ce système en quelques mois relève presque du conte de fées. Croire à une telle transition rapide, c'est un peu comme penser que les éoliennes produisent tranquillement de l'électricité en pleine nuit sans le moindre vent. Mais ce choc n'était que l'ouverture du bal. La véritable tempête est arrivée juste après, et cette fois, la France a été frappée de plein fouet. Sous l'impulsion insistante de Bruxelles, La Haye a décidé de reprendre le contrôle de Nexperia, une société chinoise active dans les semi-conducteurs, en évoquant des préoccupations de sécurité nationale. Sur le papier, cela ressemblait à une manœuvre stratégique. En réalité, c'était un pari risqué qui s'est retourné contre ses auteurs. Pékin n'a pas attendu longtemps pour réagir. En quelques heures seulement, les livraisons de puces liées à Nexperia ont été suspendues. L'effet domino a été immédiat. Chez Renault, Airbus et Thales, les lignes de production commencent à ralentir, puis à s'arrêter. À Toulouse, les voyants rouges s'allument, les composants électroniques se font rares. Sans plus, impossible d'assembler les systèmes. Sans appareils produits, les exportations s'effondrent.
Et lorsque les exportations s'arrêtent, c'est toute l'économie française qui vacille. Pendant ce temps, Bruxelles reste étrangement silencieuse, comme souvent lorsque les grandes théories rencontrent la brutalité des faits et que l'idéologie se fait écraser par la réalité. Depuis des années, l'Europe parle d'autonomie stratégique. Pourtant, à force de décisions contradictoires, elle semble avoir construit l'inverse, une solitude stratégique. Moscou a été coupé, Pékin irrité, et Washington observe la scène avec un sourire discret. Tandis que l'Union européenne distribue des leçons au reste du monde, ses propres circuits vitaux se fragilisent. Et la facture arrive toujours au même endroit, chez les citoyens. Chômage en hausse, inflation persistante, croissance au ralenti. On n'est plus dans une simple rivalité politique, c'est un affrontement économique, et Bruxelles paraît désarmée depuis longtemps. L'Union européenne se rêve en championne des valeurs, mais ailleurs, la politique s'écrit surtout en termes d'intérêt. Pékin a envoyé un message limpide. Toute attaque économique appelle une réponse proportionnelle. Et cette réponse ne frappe pas seulement les statistiques commerciales, elle touche directement la vie quotidienne. Dans le sud de la France, des lignes d'assemblage se figent, des sous-traitants réduisent leurs effectifs. Les petites entreprises tentent de survivre dans un climat d'incertitude. Car sans microprocesseurs, il n'y a pas seulement moins de technologie, il n'y a tout simplement plus d'avenir industriel. Ursula von der Leyen évoque sans cesse la résilience et la renaissance économique de l'Europe. Le problème, c'est que ces discours semblent désormais résonner dans le vide. À Moscou, à Pékin, à Washington, personne ne semble encore prêter l'oreille. L'Union européenne s'est transformée en donneuse de leçons morales que le reste du monde écoute avec un sourire poli avant de passer à autre chose. Les sanctions destinées à affaiblir la Russie ont produit l'effet inverse. Moscou s'est adapté et s'est consolidé. Les sermons adressés à la Chine n'ont pas provoqué de changement politique, mais ont simplement renforcé la cohésion autour de Pékin. Quant à la fameuse alliance transatlantique, elle ressemble de plus en plus à un échange déséquilibré. Les États-Unis vendent, l'Europe achète. Énergie, gaz naturel liquéfié, armement, et tout cela à des prix premium. De l'autre côté de l'Atlantique, la stratégie se construit avec des calculs froids. À Bruxelles, la politique semble souvent guidée par l'émotion et l'image. Pendant que l'Union européenne consacre des milliards à des projets écologiques symboliques, les États-Unis investissent dans des aciéries flambant neuves et renforcent leur base industrielle. « Make America Great Again » n'était pas seulement un slogan électoral, c'était une feuille de route économique. Pendant ce temps, la Chine observe patiemment, apprend, puis agit avec méthode. Sa puissance ne s'exprime pas à travers des divisions blindées, mais par des brevets déposés. Pas par des explosions, mais par des technologies énergétiques et des batteries. L'Europe pense pouvoir revendiquer une supériorité morale face à Pékin. Pourtant, aucune idéologie ne remplace une chaîne d'approvisionnement solide. À Bruxelles, on continue de s'accrocher à des concepts élégants comme l'autonomie stratégique ouverte. Peut-être parce que le contrôle réel de la situation s'est évaporé depuis longtemps. Pendant que la Chine réfléchit plusieurs coups à l'avance, comme dans une partie d'échecs, l'Europe semble encore apprendre les règles du jeu. L'Union européenne espérait mettre la Russie à l'écart et s'est finalement retrouvée isolée elle-même. Pékin, lui, profite habilement de ce vide. Les marchandises continuent d'atteindre la Russie par des itinéraires détournés. Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les exportations de machines du Kirghizistan vers la Russie ont explosé de plus de 41 000 %. Une coïncidence? Peu probable. Cela ressemble plutôt à une guerre économique discrète menée loin des projecteurs. Dans le même temps, Pékin a patiemment tissé un immense réseau logistique à travers le projet des nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative. Routes, ports, corridors ferroviaires reliant la Chine jusqu'à Moscou. Une architecture commerciale qui contourne progressivement l'Europe. Ce système fonctionne selon 3 logiques simples mais redoutablement efficaces. Premièrement, la durabilité. Des infrastructures conçues pour fonctionner pendant des décennies. Deuxièmement, la discrétion stratégique. Les flux commerciaux peuvent être réétiquetés, redirigés, camouflés. Enfin, le bénéfice double, soutenir des partenaires tout en testant des moyens de contourner les sanctions occidentales.
La solidité d'abord. Ces infrastructures ont été pensées pour durer des décennies, massives, enracinées dans le béton et conçues pour résister au temps. Ensuite, l'opacité. Tout est organisé pour brouiller les pistes. Les cargaisons changent d'étiquette, des sociétés servent d'intermédiaires discrets et les flux financiers transitent par des pays tiers. Mais la véritable clé se trouve dans le troisième principe, l'avantage double. D'un côté, la Chine continue d'alimenter la Russie en ressources et en technologie. De l'autre, elle expérimente en conditions réelles les méthodes permettant d'échapper aux sanctions occidentales. C'est en réalité une répétition générale, car Pékin anticipe déjà le jour où ces mêmes sanctions pourraient se retourner contre elle. Par exemple, si une crise éclatait autour de Taïwan. Et lorsque ce moment viendra, la Chine ne sera pas prise au dépourvu. La France, en revanche, apparaît terriblement vulnérable. Si Pékin décidait demain de fermer les vannes des chaînes d'approvisionnement, le moteur industriel français s'arrêterait presque instantanément. Sans matières premières, sans semi-conducteurs, sans batterie, toute la machine se grippe. C'est là le véritable levier de pression chinois. Un simple geste suffirait à plonger l'économie dans l'obscurité en moins d'une journée. Et pendant que Bruxelles se félicite d'exporter des valeurs démocratiques, la Chine, elle, exporte quelque chose de bien plus concret, l'influence et le contrôle. Emmanuel Macron donne parfois l'impression d'un capitaine debout sur le pont d'un navire déjà en flammes, pendant que l'équipage discute tranquillement de la musique que devrait jouer l'orchestre. Il parle d'innovation et de compétitivité, mais il sait aussi que les marges de manœuvre restent étroites tant que Bruxelles verrouille les grandes décisions. Sa diplomatie fondée sur des principes et des valeurs ressemble alors à une navigation à l'aveugle dans une tempête. Une trajectoire incertaine qui pourrait bien mener droit vers l'échec. Pendant ce temps, l'Europe s'impose elle-même des contraintes économiques sous forme de sanctions, tandis que Moscou et Pékin resserrent leurs liens et construisent de nouvelles alliances. Peu à peu, le continent voit s'éroder ses atouts essentiels. L'énergie, la puissance industrielle, la capacité de projection économique. Et tout cela au nom d'une stratégie qui, au final, ne semble plus protéger grand-chose, sinon peut-être l'orgueil politique de certaines institutions à Bruxelles. Alors que Pékin consolide méthodiquement ses routes commerciales à travers l'Asie centrale, la France semble empêtrée dans ses propres filets administratifs. Règlements complexes, fiscalité carbone et débats idéologiques sans fin. Chaque transaction qui transite par Bichkek avant d'atteindre Moscou sert en réalité de laboratoire stratégique. Pour la Chine, c'est une démonstration concrète. Voilà comment on contourne les sanctions occidentales. Pendant que Pékin perfectionne ses méthodes, l'influence française, elle, s'effrite lentement sur la scène internationale. Le continent européen se retrouve confronté à une épreuve majeure, peut-être la plus sérieuse depuis la fin de la guerre froide. Mais cette fois, le danger n'arrive pas sous forme de missiles ou de divisions militaires. Il se manifeste par quelque chose de bien plus discret, des flux de matières premières qui cessent soudainement. La puissance chinoise ne fait pas de bruit. Elle agit dans l'ombre, par les mécanismes économiques, et avance avec une efficacité difficile à stopper. Pendant ce temps, Bruxelles semble avancer de sommet en sommet, sans véritable direction, promettant la neutralité carbone pour 2050, alors que les crises industrielles frappent déjà aujourd'hui. Une stratégie véritablement lucide suivrait un autre chemin. Elle privilégierait la lucidité plutôt que les sermons moraux. Elle admettrait que le commerce est aussi un instrument de puissance diplomatique. Et elle dirait sans détour, l'Europe dépend de la Chine, mais l'inverse est également vrai. Ce serait une nouvelle approche, une sorte de transformation par le commerce version 2.0, non pas guidée par l'illusion, mais par un calcul stratégique. Une telle politique chercherait de nouveaux partenaires en Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud. Elle rapatrierait certaines productions stratégiques sur le sol européen. Elle simplifierait les règles, réduirait l'idéologie et remettrait le pragmatisme au centre. Mais l'Union européenne semble encore très loin d'un tel virage. À Bruxelles, les débats idéologiques pèsent souvent plus lourd que la défense de l'industrie. À Paris, on écoute les militants climatiques pendant que de nombreux ingénieurs quittent le pays. Pendant ce temps, la Chine avance. Elle finance, planifie, construit et récolte les résultats. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement une simple dispute diplomatique. Il s'agit d'un moment charnière dans l'équilibre géopolitique mondial.
L'Occident voit son autorité diminuer parce qu'il s'est progressivement éloigné des réalités concrètes. L'Europe pensait pouvoir enseigner sa vision au reste du monde. Ironie de l'histoire, elle pourrait bientôt découvrir qu'elle est devenue l'élève dans cette nouvelle leçon de puissance. La leçon venue de Pékin est brutale mais claire. La puissance ne se construit pas sur des sermons moraux, mais sur la maîtrise des ressources et des leviers économiques. Si la France veut encore compter dans ce jeu mondial, elle doit sortir de sa torpeur, immédiatement. Il devient urgent de s'éloigner de cette posture arrogante dictée par Bruxelles, ainsi que d'une diplomatie saturée de grands principes mais aveugle face aux réalités, une trajectoire qui risque de nous conduire droit vers le précipice. Pour tenir debout dans le monde qui vient, il faudra retrouver des fondamentaux. Indépendance stratégique, accès sécurisé à l'énergie, contrôle des matières premières et relocalisation industrielle sur le sol français. Pékin, de son côté, a déjà posé ses limites, et cette fois, elles ne sont pas symboliques. Si rien ne change, un jour viendra où la Chine regardera l'Europe avec un sourire calme et dira simplement « Vous n'avez plus rien que nous désirions ». Et à ce moment-là, la France pourrait se retrouver paralysée, dans son économie, dans sa politique et même dans sa confiance collective. Pourtant, tout n'est pas encore joué. Il reste une possibilité d'éviter ce scénario, mais seulement si nous acceptons enfin de regarder la situation en face. Cette crise n'est pas abstraite, elle concerne chacun d'entre nous, nos emplois, notre prospérité future, notre pays. Face à la pression chinoise, il devient indispensable de sortir de l'illusion et de construire une Europe véritablement solide, indépendante et souveraine.